Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que votre atelier des options. Pensez à liker, à partager ce contenu s'il vous a plu, et puis de nous faire part de vos commentaires dans le suivi de la vidéo. On est toujours ravis d'interagir avec vous. Au programme cette semaine, on va regarder le calendrier bien entendu, on va aller regarder le S&P, le VIX qui se tend, des éléments intéressants à surveiller de ce côté-là. On reparlera de l'évolution la semaine dernière d'NVIDIA et puis des résultats surprises Alibaba payait le titre et qui ont fait vaciller un peu Nvidia en fin de semaine. On va aller s'intéresser aux publications de la semaine à venir et puis on ira faire un point sur nos stratégies et vous proposer comme chaque semaine une nouvelle stratégie détectée par Paul. C'est parti. Alors je vous rappelle que, on va entamer une série de webinaires avec le CBOE. On est extrêmement content que l'atelier des options ait été le premier intervenant choisi en France pour, développer, et faire connaître, démocratiser les options via le CBOE, la première place d'options au monde. Ça commencera en septembre. Vous aurez tous les renseignements en vous abonnant à notre newsletter sur le site de l'atelier des options. Focus cette semaine, donc on va regarder le calendrier bien entendu. S&P Alibaba qui a fait chanceler Nvidia, effectivement, hein. Alibaba qui a publié sous le consensus cette semaine, mais pourtant avec d'excellents résultats dans le cloud et donc qui a quand même bien surpris agréablement les opérateurs de ce côté-là, et puis surtout qui a créé une puce d'intelligence artificielle qui va aider la Chine à contourner les restrictions américaines, hein. C'est qu'Nvidia ne peut pas vendre en Chine pour l'instant, et donc eh bien, cette nouvelle évidemment est un peu une mauvaise nouvelle pour Nvidia puisque la Chine s'organise pour faire sans elle. Donc ça a effectivement eu une incidence graphique. On va aller regarder tout ça. Point sur les stratégies, on est à 91,3% de réussite maintenant sur nos différentes stratégies. On va insister en détail dessus. Je reviendrai juste avant la stratégie du jour que nous allons proposer à la fin. Ratio put call avant et après publication, eh bien, on va aller jeter un œil du côté d'Nvidia. On avait dit que le ratio était hyper optimiste et qu'il était difficile pour le titre d'aller plus haut. Ça a été le cas. Et puis, en plus, la nouvelle derrière d'Alibaba a enfoncé le clou. Une configuration qui est un peu négative sur Nvidia. On va aller le voir. Ça pourrait retracer un peu. CrowdStrike, même chose. C'était très optimiste, mais la configuration graphique n'était pas bonne, était un peu dégradée. On va voir que ça a bien fonctionné. Et puis, on a plusieurs publications, mais on va s'intéresser rapidement à Salesforce et puis surtout à Hewlett Packard HP qui est qui offre un ratio put-call extrêmement optimiste avant sa publication. On est toujours méfiant, d'autant plus qu'elle vient de pas mal progresser. Et puis, volume inhabituel, bien c'est le VIX sur lequel Paul a détecté un volume inhabituel cette semaine. On va regarder ça en détail. Et puis, on ira faire un bear call spread sur une valeur que je vous propose en fin d'émission. Donc un cas de figure encore intéressant lié à des statistiques. Paul obtient près de 85% de réussite sur cette stratégie donc de bear call spread. On va regarder ça en détail dans un instant. Pour ce qui est du calendrier de cette semaine, eh bien, ce sera, alors déjà pour commencer, férié aujourd'hui, lundi 1er septembre, pour Labor Day aux États-Unis. Donc Wall Street n'ouvrira pas aujourd'hui lundi, mais on peut quand même préparer cette semaine, bien entendu, avec donc au programme demain mardi les PMI manufacturiers de l'ISM, donc indice des directeurs d'achat, enfin les PMI manufacturiers et ceux de l'ISM, donc indice des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier. De l'emploi à Wall Street importante, comme lundi est férié, eh bien les publications sont décalées d'un jour, donc le JOLTS sera mercredi et l'enquête ADP ce sera jeudi. Et puis on aura les PMI dans les services et ceux de l'ISM aussi dans les services jeudi, donc journée importante. L'indice des directeurs d'achat dans les services c'est toujours un indicateur qui est important sur la santé de l'économie, c'est un indicateur qui je le rappelle est avancé sur la santé de l'économie. Et puis vendredi on aura les NFP, Non-Farm Payrolls, l'enquête gouvernementale des chiffres mensuels de l'emploi américain. Donc ça va être le gros rendez-vous macro de la semaine. Et puis côté micro, ça se calme dans le calendrier, mais on a quand même quelques belles publications encore. Alors on va pas insister, mais je vous donne quand même les ratios put-call. Zscaler, c'est un peu optimiste, on n'est pas en optimisme fort, donc c'est pour ça que je l'ai mis en orange. Ça reste un peu optimiste. On a un ratio put-call que je vous redonne tout de suite chiffré. J'ai oublié de vous l'afficher à l'écran.
comme on n'insiste pas sur la configuration graphique et l'excès. Voilà, donc sur Zscaler, on a un ratio put-call à 0,63. Donc c'est pas extrêmement optimiste, mais ça l'est un peu, donc un peu peut-être de prudence sur le titre, mais qui a déjà consolidé. Donc pas intéressant. Pour nous particulièrement, Salesforce, le ratio put-call est à 0,90. Ça nous intéresse un peu parce qu'on arrive en optimisme. Donc on est un petit peu prudent sur le titre plutôt, qui a commencé à consolider un peu. On va aller le regarder. Hewlett Packard, ça c'est le ratio le plus optimiste de la semaine, 0,33. Donc on est carrément optimiste sur HP, donc prudence peut-être. Et puis jeudi, Broadcom, on a un ratio à 0,63, c'est pas suffisamment excessif et ni en termes graphiques pour nous donner des éléments particulièrement intéressants. Donc on se contentera cette semaine de Salesforce et de Hewlett Packard à surveiller. Et donc, comme je vous disais, férié aujourd'hui à Wall Street. Alors on va regarder tout de suite notre indice S&P en hebdomadaire. Le S&P sur la semaine, il a finalement baissé de 0,10%, c'est pas énorme, mais un petit coup de mou pour le S&P. La semaine dernière, et surtout, fausse sortie au-delà de notre plafond de verre à 6477. Je rappelle qu'on se situe toujours à moyen terme dans le range 6215, 6477. On a préservé depuis maintenant plusieurs séances ce niveau de 6427, mais on n'arrive pas à aller plus haut. On avait tenté de le faire en début de semaine, et puis on voit que ça patine un peu. Donc évidemment, en cas de sortie par le haut, et si on arrive à clôturer en hebdomadaire au-delà de 6477, la cible c'est 6740. Le premier niveau d'alerte important, c'est 6215, avec un retour dans ce cas-là en direction de 5970, 5952. On n'y est pas pour l'instant, mais ça patine un peu. Il y a quelques signes de tension sur le marché en cette rentrée, manque de driver, et puis quelques éléments. On voit l'or aussi qui forme de nouveaux plus hauts, donc un peu de prudence à avoir. La vague de Wolf qu'on surveille, elle n'est toujours pas active, on n'est pas allé chercher cette oblique, mais en revanche, on a cette fausse sortie. Au-delà de 6477, on réintègre le range, donc 427-477 en partie haute. Le petit range qu'on surveille, c'est 6340, 6477. La fausse sortie, toujours un petit signe de faiblesse, d'autant plus que Nvidia a pesé un petit peu vendredi en perdant plus de 3%. Donc, prêt à être plus inquiet. Là, ça n'est à ce stade qu'un mouvement possible de consolidation. Là, c'est juste qu'on n'arrive pas à trouver le driver, même si on a formé un nouveau plus haut historique symbolique jeudi. Mais un vendredi, on réintègre le niveau. Donc, on n'arrive pas à préserver pendant plus de 2 ou 3 séances ce niveau de 6477. C'est ça qui nous en dira plus sur la poursuite ou non. Premier niveau d'alerte intraday 6427, dans ce cas-là, on reviendrait à 6340 probablement. Là, ça pourrait se dégrader un peu en direction de 6215. Vous avez les autres niveaux intermédiaires. Ce qui va nous intéresser cette semaine aussi, c'est le VIX, l'indice de volatilité qui s'est un peu tendu. On va le jeter un œil en hebdomadaire pour commencer. Bougie d'indécision. On n'est pas en zone de complaisance, on reste en optimisme, même si on avait mis un pied dedans. Cette petite toupie d'indécision pour l'instant, donc une volatilité qui se tend un petit peu, qui préserve toujours cette oblique baissière, et il y a même une petite compression au-delà. Donc pour l'instant, tant qu'on est sous 15,92, pas d'alerte. Les gaps proches ont été comblés. On n'a pas de gap laissé ouvert ici. Je rappelle toujours que le seul gap encore ouvert, c'est celui aux alentours de 34, 35, 36 du mois d'avril dernier. On est loin de le combler. Et donc pour l'instant, on repasse autour de ce niveau de 14,75 qui nous fait basculer en zone d'optimisme. On n'est plus en complaisance. Donc comme on l'avait testé la semaine dernière, ça se tend un petit peu. Mais ce qui nous intéresse sur le VIX sont deux éléments intéressants, importants. Paul a détecté un volume inhabituel sur la volatilité avec 134 000 calls VIX ouverts. Donc sur un prix d'exercice 31, ça nous met, je vais dézoomer en hebdomadaire, sinon on va être trop zoomé. Donc 134 000 calls de prix d'exercice 31 sur l'échéance d'octobre. C'est un opérateur qui manifestement s'attend à une grosse tension. On serait ici donc sur le VIX, donc en niveau d'alerte fort, donc du call 31 octobre, donc un mouvement évidemment de hausse important qu'attend cet opérateur, 134 000, ça fait une position ouverte qui est quand même très significative, donc à surveiller autour de ce niveau de 31, ça veut dire qu'on repasserait en vigilance en alerte, on entrerait en alerte forte, et
pourquoi pas, dans ces cas-là, si on va rechercher ces niveaux de volatilité, aller combler le fameux gap qu'on avait laissé ouvert donc au mois d'avril dernier. Donc, des opérateurs qui se tendent de ce côté-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient en contrebalancer un élément un peu différent que nous donne le marché. C'est Bloomberg qui révèle ça avec le CFTC, donc les positions nettes déclarées sur la volatilité. Eh bien, on atteint des niveaux de short sur le VIX, de position ouverte baissière sur le VIX, contrairement à celle qu'on vient de détecter, donc qui est haussière, eh bien, qui atteint des records depuis 2022. Donc, on a des vendeurs et structurellement des opérateurs qui s'attendent à ce que la volatilité baisse encore et de façon prolongée manifestement. Donc on sait que quand le consensus pense une chose, eh bien ça peut être à l'inverse qui se produit. Donc prudence de ce côté-là, on atteint des niveaux extrêmes de vendeurs, de positions vendeuses sur la volatilité. Encore une fois, c'est pas une martingale en soi de vouloir faire l'inverse du marché, mais quand un consensus pareil se dessine, attention, prudence. Et on le disait, il y a quelques signes de vigilance à avoir sur le marché. Échec du S&P à déborder 6477. Quelques tensions aussi contre la résistance donc 6477, quelques tensions sur l'or qui reforment de nouveaux plus hauts historiques, et puis des opérateurs qui en revanche sur les options, là, donnent des signes de prudence et s'attendent à des mouvements un peu violents. Donc on est à la croisée des chemins, d'autant plus qu'on n'a plus beaucoup de drivers et que Nvidia, encore une fois, a pris un petit coup de plomb dans l'aile. Rien de méchant encore à ce stade. On va s'intéresser maintenant au ratio put-call de la semaine dernière. Je voulais vous remontrer rapidement CrowdStrike. On avait indiqué un CrowdStrike, elle était dans une grande configuration, souvenez-vous, une grande vague de Wolf baissière, ce qui nous rendait un peu prudents sur les stratégies de hausse, mais on avait donc cette grande vague de Wolf, vague 1, 2, 3, 4, je la refais rapidement, je l'ai faite la semaine dernière, 5, on déborde l'oblique formé par les points 1 et 3 pour revenir, et donc la cible légitime de cette figure, c'est de retourner chercher l'oblique baissière formée par les points 1 et 4. Or, on indiquait un ratio put-call hyper prudent sur CrowdStrike. La semaine dernière, le titre, finalement, sur la semaine, ne fait rien. Les deux éléments sont contrebalancés. Le ratio put-call hyper prudent, mais la configuration baissière, à mon sens, aussi. Sur la semaine, on monte de 0,75% finalement. Donc, ça va bien dans le sens. Mais regardez la configuration au moment de la publication. Eh bien, c'est ce qu'on suggérait, de pouvoir se repositionner vendeur un peu plus haut. Malheureusement, on n'a pas atteint les cibles idéales, à mon sens. Mais regardez cette grande bougie de volatilité le jour de la publication. Le consensus était tellement négatif que le titre a fini par monter. Il a progressé de 4,59% le jour de la publication dans une volatilité de 8%. Donc, eh bien, encore une fois, le ratio put-call était utile ici pour cette stratégie qui a permis non seulement pouvoir travailler un excès de pessimisme et un petit rebond, et puis ensuite, pourquoi pas de se repositionner à la baisse. Moi, j'ai pas atteint mes niveaux idéaux, mais la zone de résistance idéale, mais on voit que ça reste bien dégradé pour CrowdStrike pour l'instant, malgré le consensus. Donc, attention à des mouvements de consolidation complémentaires possibles. Et puis, bien sûr, on avait parlé d'NVIDIA. Alors, NVIDIA, on va la regarder aussi. NVIDIA, puisqu'on a des précisions depuis sa publication. Alors, je rappelle qu'NVIDIA, on avait un ratio put-call hyper optimiste qui nous rendait un peu sceptiques quant à la poursuite haussière. Ça s'est confirmé. Le titre est bloqué dans le range 152,90, 182,90. On voit en hebdomadaire que le titre consolide sous ce niveau de 182,90. Ratio put-call que je vous avais indiqué à 0,29, il était même descendu à 0,27 à la veille de la publication. Je l'avais recalculé. Le risque, il est relativement lointain, c'est sous 164,90, mais pour l'instant, ça consolide. Et en effet, en fin de semaine dernière, ça s'est accentué un peu à la baisse. Alors, si on regarde en journalier, regardez la configuration qui s'est peut-être mise en place sur NVIDIA. On bute, alors on pourra voir par la suite, c'était pas encore déclenché, mais on a cette structure de retournement possible en épaule, tête, épaule formée ici. Donc la figure devra être déclenchée avant le
lundi 15 septembre. Donc on a jusqu'au 15 septembre pour que Nvidia ne rompe la ligne de coût qui se situe pour cette semaine, pour la séance d'aujourd'hui. Le marché n'ouvrira que le mardi 2 septembre à Wall Street aux alentours de 170,45 et donc c'est cette oblique qu'il va falloir préserver pour invalider la figure de retournement baissière, sans quoi le risque c'est d'accélérer un peu et d'aller chercher une cible qui est située aux alentours de 155,70 au moment du déclenchement le plus tardif. Si en revanche elle déclenche, eh bien, mettons mardi, et qu'elle rompt la ligne de coup mardi, la cible elle est située entre 150 4,25 au niveau de 154,25, donc on peut l'ajuster 154,25, 154,35. Donc voilà, selon le moment du déclenchement, ça ce sera la cible idéale de la figure. Si en revanche on se réinstalle au-delà de l'épaule droite, donc au-delà de 182,90 sur une ou deux clôtures, il y aura une invalidation. De même que si on va chercher la ligne de coup et qu'on rebondit avec du volume, ce sera déjà un début de mauvais signal baissier, donc signal haussier potentiel. Donc attention à cette structure en épaule tête, épaule. La tête est large, mais ça peut aussi former un sommet à plat, un sommet en tour, pour l'instant, avec en plus cette fausse sortie la semaine dernière, au-delà du niveau de 189,90. Donc encore une fois, même si la publication était stratosphérique, eh bien, on a pu déborder ponctuellement 189,90, mais ensuite, le titre a retracé un peu au moment de la publication, et puis l'annonce d'Alibaba vendredi a enfoncé le clou. Donc configuration, à notre sens, un peu dégradée sur Nvidia, qui pourrait aller consolider. Tant qu'on est au-delà de 152,90, c'est juste une consolidation. Attention en dessous, puisque 152,90, regardez, c'est le plafond de verre contre lequel le titre avait buté déjà en novembre 2024 et en janvier 2025 avant de réactiver sa dynamique haussière. Donc pour moi, c'est la borne haute du range précédent et donc retourner à l'intérieur serait un mauvais signal. Pour l'instant, on n'y est pas encore une fois. On n'est que dans un mouvement de consolidation. C'est Alibaba qui nous intéresse en revanche. Donc je vous montre ici la DS Alibaba qui a annoncé, là c'est la version américaine du titre, qui a progressé de 9,81% la semaine dernière, mais le titre en Chine a progressé de 19% cette nuit après l'ouverture, donc suite à ces différentes annonces. Et regardez la sortie et la configuration graphique extrêmement intéressante. Quand on se positionne en mensuel, on voit Alibaba qui forme cette énorme tasse et anse, à mon sens, avec des mèches, beaucoup de volatilité sur le titre, mais une zone 131,80, 139 qui est en train d'être débordée. Et puis quand on zoome un peu plus court, on a en hebdomadaire sur Alibaba cette configuration intéressante en triangle symétrique, dont j'aimerais trouver l'affichage idéal. Voilà, Alibaba donc, qui a fonctionné depuis le mois de mars 2025 dans un grand triangle symétrique qui en est sorti puissamment par le haut la semaine dernière et avec un potentiel haussier qui renverra le titre jusqu'à 168,80 avec les résistances majeures que vous avez en route. 139 va être un gros niveau, puis ensuite 158,40. Donc Alibaba qui est en train d'avoir une configuration plus intéressante que Nvidia, manifestement haussière pour l'instant. Pour ce qui est des publications de la semaine, on va regarder, jeter un œil rapidement sur Salesforce. Ça sent plutôt pour les investisseurs. Salesforce a un ratio put-call, donc je vous disais, à 0,70 presque. Et puis un titre qui a rebondi sur le bas du range, un niveau qu'elle a préservé systématiquement de 129,20. Elle rebondit un petit peu. Ce qui peut nous intéresser à titre aussi à très court terme, c'est cette petite figure de retournement en épaule, tête, épaule inversée, qui peut permettre au titre d'aller chercher 272, 60, pourquoi pas. Donc, si on avait un petit mouvement de throwback, un retour en direction de 250, eh bien, on pourrait en profiter pour aller payer doucement le titre qui est un peu en retard et dont le consensus est encore une fois plus pessimiste, plus prudent que la moyenne, même si on n'a pas d'extrême de ce côté-là. En tout cas, c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit coup d'œil sur le titre qui est dans cette grande consolidation, mais peut-être en train d'en sortir et de se reprendre après ces plus hauts formés en décembre 2024. Et pour l'instant, un double appui, peut-être, pourquoi pas, double bottom sur ce niveau de 229,20. Donc, un petit peu de mieux à court terme, et un ratio put-call qui incite à être un petit peu plus optimiste que la moyenne. C'est sur Hewlett-Packard, en revanche, que là, on va être plus prudent. Regardez le titre HP que vous avez ici pour commencer en mensuel. HP, elle est dans un range 20.
21,0, beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs sur le titre. On est dans ce range 21,04, 23,32. Gap haussier resté incomblé depuis partiellement comblé la semaine du 28 juillet. Et puis accélération haussière, et on est allé chercher parfaitement la cible idéale à 23,32 sur laquelle on a buté la semaine dernière avec cette bougie pour l'instant d'hésitation et de rejet en haut de marché. Donc prudence, voilà, si on dépasse 23,32, ben, la cible suivante c'est 25,62. En revanche, il pourrait y avoir un peu de retracement pour aller, pourquoi pas, combler ce gap et se rechercher ce niveau si on rompt 21,04 de 18,77. Donc un excès d'optimisme qui nous incite à la prudence sur HP qui a déjà connu un parcours haussier très significatif. Je rappelle comme toujours que ce qui compte le plus, ce sera la publication d'HP de cette semaine, bien entendu, qui prévaudra. On avait proposé donc la semaine dernière avec Paul une stratégie dont on annonçait qu'elle était susceptible de ne pas perdre. Vous vous doutez bien qu'on n'annonce pas des choses comme ça à la personne dans les commentaires de la vidéo, des influenceurs. On a autre chose à faire que de raconter n'importe quoi, et ce qu'on propose est bien entendu vérifiable. Bien sûr, je comprends la surprise de quelqu'un qui va entendre ce commentaire sur le marché. Il faut comprendre que cette stratégie est basée donc sur une combinaison de positions d'options et liée au fait que les taux d'intérêt soient plus hauts en ce moment. Que ces taux d'intérêt, vont avoir une créditrice qui fait qu'en choisissant les bons prix d'exercice, eh bien, on est systématiquement à l'équilibre au moins sur cette stratégie. Ça implique deux choses. Ça implique un rendement qui va être assez faible et une probabilité de réussite qui est assez faible aussi, bien entendu. Hein. Le marché ne vous paye pas pour avoir une stratégie qui est sécurisée, mais qui rapporte beaucoup et avec beaucoup de chances de succès. Donc ça, c'est les deux bémols qu'on doit apporter à cette stratégie-là. En revanche, il est vrai, et je vous confirme que cette stratégie ne peut pas perdre d'argent. Ça ne veut pas dire qu'elle gagne à tous les coups. Encore une fois, elle a une faible chance de succès et donc un marché haussier nécessaire pour le titre, ce qui n'est pas forcément sa configuration actuelle d'ailleurs, et en revanche, qui permet de bloquer donc un gain minimal qui fait qu'on est assuré, en choisissant les bons prix d'exercice, encore une fois, d'avoir une position globale qui est protégée et donc qui ne peut pas perdre d'argent. Ça ne veut pas dire qu'elle gagne à tous les coups, ça veut dire qu'elle est avec une petite rentabilité et un faible taux de probabilité, mais qu'on ne peut pas perdre d'argent, je vous le confirme dans cette vidéo. Donc bien sûr, je comprends la surprise, mais ça fait partie des éléments intéressants que permettent de proposer les options. Et donc on a beaucoup parlé de ce commentaire puisqu'on s'y attendait en annonçant des choses comme ça, et vous avez vu qu'on ne l'a fait pas de façon claironnante en mettant des vidéos ou des titres indiquant qu'on gagnait à 100% grâce aux options, etc. C'est un cas de figure et qui, encore une fois, est lié à ce contexte de taux d'intérêt qui est haut. Ça a été valable depuis que les taux d'intérêt sont repassés positifs et sont en hausse. Ça n'était pas valable pendant une quinzaine d'années. Toute la période de taux bas ou de taux négatifs ne permettait pas de faire ce genre de stratégie, mais grâce aux options, je vous confirme donc ce qu'on vous disait la semaine dernière. Cette précision qui nous paraissait importante, encore une fois, on sera ravis de vous en détailler les choses dans notre formation qui, je vous rappelle, est ouverte maintenant. Pour ce qui est de la suite, eh bien, on va faire un point sur les stratégies en cours. On a toujours le bear call spread sur le S&P qui est en place, qui n'est pas clôturé et qui est pour l'instant à la monnaie environ. Et puis Palantir qui est en cours aussi. Donc ça fait que sur 25 stratégies proposées, on en a 23 qui sont clôturées, 2 perdantes et donc 21 gagnantes, ce qui fait un ratio de 91,3% de stratégies gagnantes. Alors je voulais préciser des choses aussi de ce côté-là. On en a parlé avec Paul parce que annoncer des pourcentages de réussite comme cela, même si vous avez toutes les vidéos pour les voir, donc ça peut paraître important. Mais il faut savoir qu'on travaille déjà avec un backtest. Il y a un gros travail de préparation qui est fait en amont avec Paul, qui teste les scénarios qu'on propose en amont et donc donne des probabilités qui nous permettent d'avoir plus confiance dans ces scénarios-là, et que par ailleurs, ce sont souvent des stratégies créditrices, vous avez vu, donc qui ont un très gros taux de réussite, mais qui gagnent beaucoup moins que ce qu'elles peuvent perdre. Donc c'est le c'est-à-dire qu'on peut se permettre de perdre une fois plus quand on a un taux de réussite qui est important. Dire qu'il faut gagner 3 fois plus que ce qu'on perd, le ratio risque-rendement classique ou profit factor qui doit être de plus de 3, eh bien là, ça n'est pas le cas, c'est l'inverse. Mais le taux de réussite permet d'être en confiance et puis de gommer les pertes qui peuvent être plus importantes. Donc c'est ce système-là qui est mis en place ici, et c'est pour ça qu'on arrive à obtenir ce taux de réussite-là. Je voulais le préciser pour ne pas avoir l'air de vendre, encore une fois, du rêve.
Et donc cette semaine, on va vous proposer une stratégie sur American Express, un bear call spread, donc avec une, vente de call, hein, protégée par un achat de call d'un prix d'exercice supérieur. Je rappelle que, bien, plus je vais vendre mon call haut, moins je vais toucher de primes, mais moins j'ai de chances d'être assigné, et plus je vais vendre mon call bas, plus ma prime va être importante, mais plus j'ai de chances d'être assigné. Et on protège toujours cette stratégie par un achat de call d'un prix d'exercice supérieur qui est déterminé selon le setup mis en place par Paul pour protéger la position et donc pour obtenir jusqu'à, dans ce cas de figure, 85% de réussite pour cette stratégie de bear call spread, donc vente de call et achat de call pour protéger la position. Alors attention, encore une fois, à la sensibilité, au ratio risque-rendement, et puis à l'expiration. C'est une expiration qui est un peu plus lointaine, on est au-delà du mois de septembre pour bénéficier de la valeur temps encaissée sur la vente de call notamment. Donc je rappelle, hein, que tant qu'on sera sous le prix d'exercice vendu et même un petit peu au-dessus grâce à la prime encaissée, la stratégie sera gagnante à neutre. Si on dépasse ce niveau-là, attention, on commence à être en perte et la perte maximale, elle est fixée par le niveau de l'achat de call ici au-dessus. Donc une stratégie qui, tant qu'on est donc sous ce point mort, légèrement au-dessus du prix de la vente de call, eh bien, est gagnante et permet d'avoir, encore une fois, par le passé et sur la quantité de stratégies testées, une probabilité de l'ordre de 85% de réussite. Voilà les éléments que nous voulions vous proposer pour cette semaine. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de ces vidéos, d'interagir avec nous, on est toujours ravis de le faire, et puis aussi d'activer les notifications pour être au courant de toutes nos publications. Excellente semaine à toutes et à tous.